Histoire de la petite coquille. Il était une fois tous les habitants d'un certain pays morts, à l'exception de 2 enfants sans défense, un petit garçon et une petite fille. À la mort de leurs parents, ces enfants dormaient. La petite fille, qui était l'aînée, fut la première à se réveiller. Elle regarda autour d'elle, mais ne voyant personne à côté de son petit frère, qui souriait dans ses rêves, elle reprit tranquillement son lit. Au bout de 10 jours, son frère bougea sans ouvrir les yeux. Au bout de 10 jours encore, il changea de position, se coucha de l'autre côté, et ainsi il continua à dormir longtemps. Et agréable aussi devaient être ses rêves, car sa petite sœur ne le regardait jamais qu'il n'était pas tout à fait un petit paradis de sourires et de lumière clignotante, qui rayonnait autour de sa tête et remplissait la loge d'une étrange splendeur. La jeune fille est rapidement devenue une femme, mais la stature du garçon a grandi très lentement. Il lui fallut longtemps avant de pouvoir ramper, et il était bien avancé depuis des années avant de pouvoir se tenir seul. Lorsqu'il fut capable de marcher, sa sœur lui fabriqua un petit arc et des flèches, et lui accrocha autour du cou une petite coquille, en disant « Tu seras appelé Déimide, ou celui à la petite coquille. » Chaque jour, il sortait avec son petit arc pour tirer sur les petits oiseaux. Le premier oiseau qu'il a tué était une mésange. Sa sœur était très heureuse quand il le lui apporta. Elle l'a soigneusement préparé, fourré et rangé pour lui. Le lendemain, il tua un écureuil roux. Sa sœur l'a également conservé. Le 3e jour, il tua une perdrix, et ils la prirent pour leur repas du soir. Après cela, il reprit plus de courage et s'aventura à s'éloigner de chez lui. Ses compétences et son succès en tant que chasseur augmentaient de jour en jour et il tuait les cerfs, les ours, les élans et d'autres grands animaux habitant la forêt. Enfin, quoique de très petite taille, il devint un grand chasseur, et tout ce qu'il tirait, il le rapportait à la maison et le partageait avec sa sœur. Et chaque fois qu'il entrait dans la loge, une lumière brillait autour de sa tête et remplissait l'endroit d'une étrange splendeur. Il avait maintenant atteint l'âge de la virilité, mais il restait toujours un enfant parfait en termes de taille. Un jour, se promenant en quête de gibier, il arriva devant un petit lac. C'était en hiver, et sur la glace du lac, il aperçut un homme de taille géante, occupé à tuer des castors. En se comparant à ce grand homme, il sentit qu'il n'était pas plus gros qu'un insecte. Il s'assit sur le rivage et observa ses mouvements. Après que le grand homme eut tué de nombreux castors, il les mit sur un traîneau à main qu'il possédait et poursuivit son chemin vers sa maison. Lorsqu'il le vit se retirer, le chasseur nain le suivit et, brandissant sa carapace magique, il coupa la queue d'un des castors et courut chez lui avec le prix. Le géant, en arrivant à sa hutte avec son traîneau de castor, fut surpris d'en trouver un sans queue. Le lendemain le petit héros du coquillage se rendit au même lac. Le géant, qui s'y occupait depuis quelque temps, avait déjà chargé son traîneau et commencé son retour. Mais courant agilement en avant et le rattrapant, il réussit à attraper une autre queue de castor. Je me demande, dit le géant en arrivant à sa hutte. Et dominant ses castors, quel chien m'a ainsi trompé? Si je le rencontrais, je ferais frémir sa chair à la pointe de mon javelot. Le géant a oublié qu'il avait sorti ses castors d'une digue de castors qui appartenait au petit homme coquillage et à sa sœur, sans autorisation. Le lendemain, il poursuivit sa chasse au barrage de castors près du lac, et il fut de nouveau suivi par le petit homme à la coquille. Cette fois,
Le géant était si agile dans ses mouvements qu'il était presque arrivé à destination avant que le Shell, prenant la meilleure vitesse possible, ait pu le rattraper. Mais il fut juste à temps pour couper la queue d'un autre castor avant que le traîneau ne se glisse dans la hutte. Le géant aurait été un géant patient, en effet, si sa colère n'avait pas été violente face à ces tours constants qui lui étaient joués. Ce qui le contrariait le plus, c'était de ne pouvoir apercevoir son ennemi. Il aurait eu besoin d'avoir des yeux perçants pour le faire, dans la mesure où lui, la petite coquille, avait le don de se rendre invisible quand il le voulait. Le géant, laissant libre cours à ses sentiments avec de nombreux mots bruyants, regarda attentivement autour de lui pour voir s'il pouvait découvrir des traces. Il n'en trouva aucun. L'inconnu avait fait un pas trop léger pour laisser la moindre marque derrière lui. Le lendemain, le géant résolut de décevoir son mystérieux disciple en se rendant très tôt au barrage de Castor. Et en conséquence, lorsque le petit homme au coquillage arriva sur place, il trouva de nouvelles traces de son travail, mais le géant était déjà parti. Il suivit de près ces traces, mais il ne parvint pas à le rattraper. Lorsque celui du petit coquillage arriva en vue de la hutte, l'étranger était devant, occupé à écorcher ses castors. Tandis que Deiymide le regardait, car il avait été invisible pendant tout ce temps, il pensa: je vais lui permettre de me voir. Bientôt, l'homme, qui se révélait n'être rien de moins que le célèbre géant Manabozho, leva les yeux et le vit. Après l'avoir regardé avec attention: qui es-tu, petit homme? Dit Manabozho. J'ai l'intention de te tuer. Le petit héros de la coquille répondit: si tu essayais de me tuer, tu n'y arriverais pas. Avec ce discours du petit homme, Manabozho la saisit. Mais quand il crut l'avoir dans ses mains, il disparut. Où es-tu maintenant, petit homme? S'écria Manabozho. Ici, sous votre ceinture, répondit le nain. Sur quoi le géant Manabozho, pensant l'écraser, frappa sa grande main de toutes ses forces. Mais en dénouant sa ceinture, il fut déçu de n'y trouver aucun nain. Où es-tu maintenant, petit homme? Cria-t-il encore, avec plus de rage que jamais. Dans ta narine droite, répondit le nain. Sur quoi le géant Manabozho se saisit à cet endroit par le doigt et le pouce et lui donna une violente secousse. Mais comme il entendit aussitôt la voix du nain à distance sur le sol, il fut convaincu qu'il s'était seulement tiré le nez en vain. Au revoir, Manabozho, dit la voix du nain invisible. Comptez vos queues de castor, et vous verrez que j'en ai pris une autre pour ma sœur. Car celui de la petite coquille n'oubliait jamais, dans ses errances ou ses passe-temps, sa sœur et ses souhaits. Au revoir, Castor. Et tandis qu'il s'éloignait, il se rendit visible une fois de plus, et une lumière brillait autour de sa tête et éclairait l'air autour de lui d'une étrange splendeur. Une circonstance que Manabozho, qui était parfois assez têtu et stupide d'appréhension, ne pouvait en aucun cas comprendre. Lorsque Deiymide rentra chez lui, il dit à sa sœur que le moment approchait où ils devaient se séparer. Je dois m'en aller, dit Deiymide. C'est mon destin. Toi aussi, ajouta Théil, devras bientôt partir. Dis-moi où tu souhaiterais habiter. Elle dit: j'aimerais me rendre à l'endroit où le jour se lève. J'ai toujours aimé l'Orient. Les premiers aperçus de lumière viennent de ce côté-là, et c'est à mon avis la plus belle partie du ciel. J'y arrive, mon frère, chaque fois que tu vois les nuages, dans cette direction, de différentes couleurs, tu peux penser que ta sœur se peint le visage. Et moi, dit-il, moi, ma sœur,
je vivrai sur les montagnes et les rochers. Là, je peux te voir de bonne heure. Là sont les ruisseaux d'eau claire. L'air est pur et les lumières dorées brillent toujours autour de ma tête, et on m'appellera toujours Pukinaini, ou le petit homme sauvage des montagnes. Mais, reprit-il, avant de nous séparer pour toujours, je dois aller chercher quelle manite gouverne la terre et voir laquelle d'entre elles sera amicale avec nous. Il quitta sa sœur et parcourut la surface du globe, puis descendit loin dans la terre. Il avait été bien traité partout où il allait. Enfin, il arriva devant un manito géant, qui possédait une grande bouilloire qui bouillait en permanence. Le géant, qui était le cousin germain de Manabojo, et qui avait déjà entendu parler des tours que Dayimid avait jouées à son parent, le regarda d'un air sévère et, le rattrapant dans sa main, il le jeta sans cérémonie dans le bouilloire. Le géant avait évidemment l'intention de noyer Dayimid. Ce dans quoi il se trompa, car au moyen de sa coquille magique, le petit Day, en moins d'une seconde, fit couler l'eau jusqu'au fond, sauta hors de la bouilloire et s'enfuit indemne. Il retourna auprès de sa sœur et lui raconta ses pérégrinations et ses aventures. Il terminait son récit en s'adressant à elle ainsi. « Ma sœur, il y a un manito à chacun des 4 coins de la terre. Il y en a aussi un au-dessus d'eux, loin dans le ciel, un grand être qui t'assigne, et à moi, et à nous tous, où nous devons aller. Et enfin, continua-t-il, il y a un autre et méchant qui vit au plus profond de la terre. Ce sera notre sort de nous échapper hors de sa portée. Nous devons maintenant nous séparer. Quand les vents souffleront des 4 coins de la terre, tu devras alors partir. Ils te transporteront à l'endroit que tu voudras. Je vais vers les rochers et les montagnes, où mes parents auront toujours plaisir à habiter. Dayimid a alors pris son bâton de balle et a commencé à gravir une haute montagne en courant, et une lumière vive brillait autour de sa tête tout le long du chemin, et il n'arrêtait pas de chanter tout en marchant. Souffle, vent, souffle. Ma sœur s'attarde pour sa demeure dans le ciel, où le matin, aux doigts roses, ses joues seront teintes de vermillon. C'est là que mes premières vues se sont dirigées, d'elle leur couleur prendra, et ses sourires, reflétés à travers les nuages, me guideront près du bois ou du lac. Tandis que je parcours les plus hautes montagnes, joue dans les vallées vertes et basses, où, à côté de nos fontaines indiennes, élève ma petite anche salut. Bientôt, les vents soufflèrent et, comme Dayimid l'avait prédit, sa sœur fut portée par eux vers le ciel oriental, où elle a toujours vécu depuis, et son nom est maintenant l'étoile du matin. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.